Notre voyage débute dans la région d'Aurillac, la capitale du département. Au pied des monts du Cantal, les vallées de la Serre et de la Jordanne déroulent des paysages majestueux et verdoyants. Philippe Fabre est maire de la petite commune de Mandaille. Au volant de son bolide, il nous entraîne sur ces routes tortueuses qu'il connaît par cœur. Philippe est un infatigable défenseur du patrimoine cantalien. Pour notre première étape, il a choisi de nous faire découvrir un monument incontournable de la vallée de la Serre, le château du Pesteil, qui surplombe le petit village de Polminac. Sur la terrasse, Philippe retrouve Jean-Yves Brunon, le guide du château. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Philippe. Comment vas-tu? Et toi? Plaisir de te voir. Aujourd'hui, Pesteil. Ce magnifique château. Le joyau de la vallée de la Le Serre. joyau de la vallée de la Serre. Exactement, tout à fait. C'est superbe, Ce c'est beau magnifique. donjon, ce donjon qui a été créé là, construit, pour surveiller la vallée. Le donjon de 40 mètres de haut est le dernier vestige de l'ancienne forteresse médiévale. Il veille depuis le XIVe siècle sur les habitants de la vallée de la Serre. Une situation géographique idéale. Pesteil, c'est l'endroit stratégique de la vallée de la Serre, si j'ai bien compris, Jean-Yves. Exactement, exactement. Durant la guerre de 100 ans, il y a eu des invasions, effectivement, et ce donjon était là pour protéger les gens et pour qu'ils puissent se réfugier à l'intérieur. Voilà. Le donjon dominait la vallée et communiquait avec d'autres donjons qui se trouvaient de part et d'autre de la rivière Serre. Il communiquait avec le feu, c'est-à-dire les flammes la nuit et la fumée le jour. D'accord. Voilà. C'était pour prévenir véritablement des brigandages qui avaient lieu notamment durant la guerre de 100 ans. Un véritable réseau de protection. Un réseau de protection, tout à fait. Ah, tout à fait. Oui, absolument. Le château a été agrandi et remanié au XVIIe, puis au XIXe siècle. Il appartient depuis 1608 à la même famille, les Miramont, qui ont ouvert une partie de leur château à la visite. Des cuisines, au grand salon, du mobilier aux décorations, tout a été soigneusement restauré. Ça, c'est l'entrée du château. C'est l'entrée du château. L'escalier lui-même est une œuvre d'art. Les trois marches. Et tu as devant toi un magnifique escalier, dit à l'impériale, c'est-à-dire à double volet, qui aboutit d'abord au premier étage, puis au second étage. La partie droite du château est habitée par les propriétaires, la famille de Miramont, et la partie gauche est ouverte à la visite. La visite continue au premier étage. Au fil des siècles, la forteresse de Pesteil s'est transformée en un magnifique château d'agrément. Les chambres se sont parées de couleurs. En témoignent ces fresques remarquables du XVIIe siècle. Voilà, alors Philippe, tu vois, ici, nous rentrons dans une antichambre. Mais il faut lever la tête pour regarder la peinture qui représente une scène de la mythologie grecque. Il s'agit de la renommée qui est en train de sonner de la trompette pour chasser ce monstre marin, la calomnie en fait, au fond des abîmes. Regarde de part et d'autre de la renommée, aux quatre coins, tu as représenté 4 demoiselles de Miramont et représentant chacune d'elles une saison. Après les anciens appartements, il est temps de s'attaquer au fameux donjon de Pesteil, dont l'accès est aujourd'hui beaucoup plus facile qu'au Moyen-Âge. Voilà, nous rentrons ici, effectivement, dans la première salle du donjon, par une passerelle, mais qui n'existait pas avant. On pénétrait, effectivement, dans cette première salle par une échelle. Et une fois tout le monde était rentré dans le donjon, on tirait l'échelle pour éviter toute par mesure de sécurité, voilà, de sûreté. Tu as raison, ça devait être plus sûr. C'est beaucoup plus sûr. On accède aux étages supérieurs par un escalier taillé directement dans l'épaisse muraille. Au dernier étage, vous découvrirez une salle dédiée à un monument du cinéma français. C'est dans le somptueux décor du château de Pesteil que Jean Marais a fait ses débuts dans le film L'Éternel Retour, écrit par Jean Cocteau. Alors certaines scènes ont été tournées effectivement ici, dans d'autres salles du donjon, mais également tout autour du château. D'ailleurs, on voit Jean Marais parfois à cheval sur certaines photos. Voilà. Ah, d'ailleurs, il y a même des... c'est des petits mots de il y a, Jean Cocteau, voilà, de Jean Marais. Il y a une lettre de Jean Cocteau, effectivement, qui date de 1944, et de Jean Marais en 1997,
quelque temps avant sa mort, et qui remercie de l'accueil, effectivement, et des souvenirs qu'il a pu avoir ici. Des souvenirs, vous aussi vous en aurez plein la tête après la découverte de ce magnifique château. Nous reprenons la route, direction les hauts plateaux cantaliens. C'est là que pousse une plante sauvage typique de la région, la gentiane. On l'appelle l'or jaune du Cantal. Philippe retrouve Jean-Jacques Vermersch, producteur de liqueurs de gentiane. Jean-Jacques, comment vas-tu? Ça va Philippe? T'es en forme? Eh ben il faut. T'es avec les gars? Ça y est, c'est parti? Allez, c'est parti, la saison est partie là. Sur cette parcelle, là, la gentiane, là, c'est... Ah ben c'est là qu'on trouve la gentiane sauvage. Alors on la trouve d'une manière idéale dans le Cantal, tout simplement parce qu'on a une terre volcanique et on a des plateaux à plus de 1000 mètres d'altitude. Voilà. Et tu ramasses pas tout, hein, tu ramasses que les gros pieds. Voilà, il faut que la plante ait plus de 20 ans. Hein. C'est un peu le dinosaure de nos prairies. On parle de la gentiane comme la plante sentinelle. Il y a même le dicton qui dit qu'elle donne la hauteur de neige qui fera l'hiver prochain. Si sa fleur égaye les prairies, c'est sous la terre que se cache le véritable trésor. Il faut de l'entraînement et une bonne dose de muscles pour le déterrer. Voilà. Et puis, Philippe va pouvoir s'en rendre compte. essaye-toi. Ça pèse 15-20 kilos, ça. Et c'est fait exprès. On va utiliser l'inertie du poids de la fourche pour aider à la planter devant la gentiane. Tu m'autorises à essayer? Ah ben il faut. Allez, Jean-Jacques, j'essaye. Oh, c'est La dur, hein. reprendre. Vas-y. L'effet de levier? L'effet levier. Ah ouais. Ah ben elle Ouais. sort. Voilà. Ah ouais, Hop. ouais. Ah, là c'est impeccable, là, non? Voilà, Pas mal, on a non? quand même une Pas bonne- mal, Jean-Jacques, non? Tu m'as loupé juste ce bout-là. Là. D'accord. Mais Ah c'est ouais. pas mal, c'est pas mal. Alors là, on voit tous les anneaux de pouce hein, sur la tubercule. Ça nous donne le nombre d'années. Alors vous voyez que celle-là, ça fait quelques années. Toutes ces racines, c'est travaillé après Alors voilà, la fleur ne nous intéresse pas. Nous, on va utiliser la racine pour faire de la liqueur. C'est la racine qui va donner la saveur si particulière à la liqueur de gentiane. Et donc tu la travailles fraîche, c'est ça, hein, non? Ah oui, parce que c'est là qu'on a le pouvoir amérisant le meilleur. Amérisant, tu dis. Et c'est avec ça qu'on fera la liqueur la plus fine. Hein. Voilà. J'irai revoir les gentianes Au flanc du Puy-Marie. Voilà. Bon, ça chauffe, hein. Allez. Allez. Pas le temps de chômer, les 150 kilos de racines sont emmenés à la distillerie d'Aurillac pour être traités dans la journée. Allez. Pour l'odeur. Les racines sont nettoyées, puis passées au broyeur. Là, Qu'est-ce que tu fais là? voilà, tiens. Regarde. Voilà, donc on a broyé. Alors, le broyage, il sert à quoi? C'est à augmenter la surface qui va être en contact avec l'alcool. D'accord. Les racines sont ensuite plongées dans l'alcool pendant 6 à 8 mois. La macération va permettre de transférer les arômes de la gentiane sur le liquide. La liqueur de gentiane peut enfin être mise en bouteille. C'est la même couleur entre la fleur, la racine. Super. Et voilà. Super. On va pas être mal. Et la dernière étape, c'est la dégustation. À ta santé, Jean-Jacques, et merci pour cette belle journée. Avec plaisir. À la tienne. À ta santé. À consommer avec modération, car la journée n'est pas finie. Philippe a rendez-vous dans une autre institution d'Aurillac, la maison Pigagnol. Depuis 1884, on fabrique ici le fameux parapluie d'Aurillac. C'est Mathieu, 5e du nom, qui nous accueille dans l'atelier familial. Bonjour Mathieu. Ça va bien Philippe? Comment vas-tu? Super, et toi? En forme? Bon alors tu viens chez nous? Écoute, je viens voir où on fait le parapluie l'Aurillac, chez toi. C'est fabriqué ici à Aurillac, qui est notamment le parapluie de berger, qui est le parapluie qu'on fabriquait au 19e siècle, et aujourd'hui on le fabrique encore ici. Donc si tu veux, je vais te montrer comment on le fabrique. Écoute, allez, je te suis. Allez viens, on y On va. y va Mathieu? Suis-moi. Le parapluie de Berger, c'est la Rolls des parapluies. Depuis près de 150 ans, sa fabrication n'a pas changé. Son étanchéité et sa solidité en font un parapluie unique, adapté aux rudesses du climat cantalien. On dit qu'il pourrait même servir de paratonnerre. C'est un parapluie qui est super particulier parce que
Le berger, il s'en sert comme d'une canne, mais aussi pour se protéger dans la montagne. La toile, c'est la même, tu vois, c'est une toile en 100% coton. On appelle ça la lustrine. Et par exemple, tu vois là, ces petits traits là, c'est ce qu'on appelle des boyaux. Ça permet de juger de la qualité de la toile. Et en fait, ça évite qu'il se déchire entièrement. Ouais. Et plus tu en as, plus la toile est qualitative. Ça renforce en fait. C'est un renfort, Ouais, c'est un exactement. renfort. Bah, c'est un vrai parapluie technique. Ça, c'est le parapluie qui va bien pour abriter bien sûr le berger et la bergère. S'il faut, on peut abriter la bergère aussi. C'est super, Mathieu. Au XIXe siècle, l'industrie du parapluie d'Aurillac reposait sur ces femmes de berger. À l'époque, pas d'atelier, elles assemblaient les différentes parties directement dans les fermes. Un complément de revenus indispensable en hiver. Nous, Pigagnol, on est originaire de la vallée de la Jordanne. Et en fait, toutes les ouvrières venaient de la vallée et elles travaillaient à domicile. Ah mais je me rappelle, puisque même ma grand-mère me disait qu'elle montait, tu sais, les armatures. Enfin, je sais pas comment Alors ça en fait, s'appelle. non. Oui, c'était les armatures, mais on appelle ça des carcassières. Ta grand-mère, elle était carcassière. Elle a probablement travaillé pour nous ou pour une autre entreprise du d'Aurillac. Ouais, je me rappelle plus, oui, peut-être bien, oui. Et justement, Philippe va pouvoir redécouvrir le savoir-faire de sa grand-mère. Place aux travaux pratiques. On va en profiter que tu es là pour te mettre au travail. Tu vois, ça c'est du jonc. Et c'est une essence très particulière, c'est du sabutane qui provient d'Indonésie. Et en fait, c'est juste assez souple et assez durable dans le temps. C'est ce qu'il y a de mieux. Donc là, tu vas utiliser le jonc. Et avec ce petit marteau, tu vas sertir la fourchette, ce qui est cette partie métallique-là. Et donc, il faut que tu fasses passer la pointe à travers. Et de l'autre côté, que tu la recoupes pour pas que ça s'ouvre après. Je te laisse faire, vas-y. Faut que je m'applique là. Hein. Voilà. Et donc, tu la retournes ici. Vas-y, retourne-la. Et voilà, tu vois, tu as réalisé ta première baleine. Elle fonctionne parfaitement. Tu as fait ton premier brin. Ah bah Bravo. super. Bah écoute. C'est impeccable. Tu vois, le travail que tu viens de faire, c'est le travail de carcassière. Ouais, c'est ce que faisait ma grand-mère à la maison, ça, en fait. Tu as retrouvé tes origines. Et voilà ce que ça donne un parapluie de berger. L'armature du parapluie de berger, c'est ça. Et toi, tu as fait cette partie-là. Et là, par contre, je vais avoir du mal à passer à travers les gouttes. Hein. Ah là, mon pauvre, je pourrais pas te protéger avec ça. Pour terminer, Philippe tient à nous dévoiler un autre patrimoine. Culinaire celui-là. Et en matière de gastronomie, le Cantal a de sérieux atouts. Il a rendez-vous à l'auberge de Puech-Verny, chez Huguette Nassier, la reine du chou farci. Bonjour Philippe. Bonjour Huguette, ça va? Oui, ça va. Rentre. Allez. On va faire le chou farci. Le chou farci, une recette qui nous raconte le terroir cantalien. Alors, Regarde. qu'est-ce qu'il y a sur cette table? Eh ben, le chou, Le chou, c'est vraiment le légume du Cantal. Hein. le chou paumé. Paumé. C'est bien celui Trois- qui est trois un peu en le étau. roi du jardin parce qu'il ne gèle pas. Ah, d'accord. Dans le Voilà. Cantal, on sait qu'on a beaucoup de soleil, mais on a des températures assez basses. Hein. D'accord, voilà. Puis le chou est blanchi dans de l'eau bouillante et salée pour le rendre plus digeste. Ce qu'on appelle le cœur. Maintenant, on va faire la farce. Donc, tu vas prendre cette belle ventrèche, tu vas enlever la couenne, Comme ça va? Hein? si tu veux, c'est pas mal. Ouais. Voilà, tu fais la Hey, même chose. Je gaspille un peu. T'en as laissé un peu. Je gaspille un peu de marchandises. Oui, puis- oui, t'en as gaspillé un peu là. Et puis, dans le Cantal, on gaspille pas. Hein, alors, Non, non, non. C'est ce que les anciens prenaient au casse-croûte. Une belle tranche de ventrèche sur une tranche de pain. Je crois que Voilà. c'était vraiment ce qui faisait partie du casse-croûte du matin. La ventrèche Ouais, moi, à côté, Les oignons. les oignons. et le pain trempé dans du lait sont ensuite finement hachés. C'est un- On y ajoute 4 œufs. Vas-y. La dernière étape, décisive, c'est l'assemblage du chou farci. Mais j'en mets 4. En fait, on va faire comme un millefeuille. Hein. D'accord. Tu vois, tu fais des tapis de choux. Maintenant, on va mettre une couche de farce. D'accord. Fais-moi Après, tu voir. fais ça, tu pars du milieu. Tu effleures, en fait, hein, pour pas que le chou dessous glisse. D'accord. Hein, faut bien que Il le ne faut chou pas qu'il reste, bouge, en fait. Il faut qu'il reste en place. reste sous la farce. D'accord. Voilà, vas-y. Vous l'aurez compris, on alterne couche de chou et couche de farce jusqu'en haut du plat. Oui. Avec une ultime astuce. On va se régaler. Huguette, on termine par une couche de chou ou une couche de farce? Non, non, tu vas finir par une couche de farce. Hein. D'accord. Voilà, comme ça gratinera bien. Traditionnellement, dans le Cantal, chaque famille a sa propre recette de chou farci Ben voilà. qui se transmet de génération en génération. Oui, je vais en rajouter. Je dirais que c'est la recette que je tiens de ma mère. Avec Voilà. ses petits secrets. Elle le tient de sa tante, puisque c'est sa tante qui lui a appris à cuisiner. Et voilà, c'est notre façon de faire le chou farci C'est la recette de la maison. Voilà. de la maison. Pendant la cuisson de son chou, Allez. Huguette a aussi préparé une truffade, l'autre plat emblématique du Cantal. Voilà. Des pommes de terre cuites à l'étouffée et mélangées à du Cantal jeune.
comment on dit, elle tire bien, c'est ça, elle file bien. Elle file bien, voilà. Elle file bien Regarde. là. Voilà, on a mélangé la tome aux pommes de terre et voilà. Et là, elle file très très bien. La truffade est prête, le Voilà. chou farci, regarde-moi cette couleur. Il est- Non, mais il est il est pris. doré, regarde. Voilà pourquoi il faut finir avec de la farce, tu vois. Voilà. Pour avoir un joli gratiné Voilà, c'est- sur le Il est le magnifique, plat. hein. Voilà. Et puis, régale-toi. Ça sent bon le Cantal. Le Cantal, c'est pas banal.